bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux. Alors aujourd'hui, là, on va parler de financement. Donc c'est un point évidemment fondamental dans la création de votre commerce, voire même le développement de votre commerce. On a pour habitude de dire qu'il faut avoir 30% d'apport personnel pour développer, lancer son commerce. Mais 30%, on va voir, ce n'est pas forcément exact. C'est-à-dire que 30%, c'est... Et là, après, je laisserai parler les spécialistes. Mais c'est si effectivement, on ne demande qu'un prêt bancaire, mais il existe tout un tas d'autres sources de financement. Et c'est ce qu'on va voir avec nos invités que je vais présenter. Alors, je ne sais pas qui est qui, non. Du coup. Donc, Monsieur Julien Primas, Air France. Monsieur Fabrice Bouillot du Crédit Agricole. Bonjour. Sophie, je mets les lunettes. Sophie Boutry d'Initiative France. Monsieur Stéphane Guibert de l'ADI. Marie-Bénédicte Abélard de France Active. Et enfin, Lucie Tovel de Ulule. Merci d'avoir répondu présent. Je vais commencer par Air France. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire comment vous pouvez accompagner des futurs commerçants ou commerçants? Donc bonjour, je suis Julien Primas, conseiller d'entreprise au Air France. Je m'occupe des installations d'artisans, commerçants, professions libérales. Effectivement, la demande de financement fait partie de la vie de l'entreprise. Il est rare qu'un créateur ou qu'une entreprise en développement puisse se passer d'un financement pour se développer, s'installer et se développer. Pour ce faire, le porteur de projet peut être accompagné pour avancer de différents partenaires, que ce soit les chambres consulaires, les banques et les cabinets d'expertise comptable notamment. Notre rôle en tant que de cabinet de conseil et d'expertise comptable est d'accompagner les chefs d'entreprise dans l'atteinte de leurs objectifs. Le but étant de confronter ces objectifs avec notre vision du marché et l'expérience qu'on peut avoir sur les différents secteurs d'activité. Donc on propose différents types d'accompagnement. On propose des accompagnements à l'installation. Donc on va aider à clarifier votre projet et à assurer une certaine cohérence de votre projet par rapport à une stratégie économique, juridique et fiscale. Donc, on va regarder la cohérence de votre projet par rapport à une situation personnelle, par rapport à vos attentes et vos objectifs personnels. Quel est l'objectif et le but du lancement de ce projet? Quelle est votre situation personnelle? Quel est votre besoin de rémunération personnelle également? Parce qu'on ne lance pas un projet comme ça sans se dire qu'on va tirer une rémunération. Et c'est important d'en tenir compte dans le cadre du lancement du projet. On va regarder également la cohérence de la création d'entreprise par rapport à un environnement économique donné. On va regarder le produit par rapport au marché, la concurrence existante sur ce marché. On va également regarder la cohérence par rapport à la potentialité du porteur de projet. Quelles sont les compétences et savoir-faire détenus par le porteur du projet? Quels sont les diplômes nécessaires également pour votre installation? Et on va regarder également les ressources humaines et matérielles à mettre en place pour votre projet d'installation. On va regarder également la cohérence économique et financière de la création d'entreprise. On va bâtir le budget ensemble par rapport notamment à ces ressources humaines et matérielles. Et en fait, ensuite, on va regarder la cohérence globale de votre projet et les ajustements nécessaires pour que votre projet soit le plus viable possible. Donc afin d'optimiser tout ça, on va regarder également tout ce qui concerne les éléments techniques qui vont être la structuration administrative, juridique, fiscale et sociale de votre projet. On va déterminer quel est le centre de formalité des entreprises compétents par rapport à votre installation. On va également regarder le régime, la forme juridique adaptée à votre projet et vos attentes. On va regarder le régime fiscal aussi par rapport à ce projet d'installation. Quel sera le régime fiscal optimal par rapport à vos attentes?
On va également regarder le statut du dirigeant. Parce qu'en fonction du statut du dirigeant qui sera choisi, les cotisations sociales ne seront pas les mêmes. Et donc, on va vous aider à déterminer et à calculer le niveau de cotisation sociale par rapport à ce projet d'installation. Et on va également regarder dans le cadre de ce projet les différentes aides auxquelles vous pouvez prétendre. L'ACRE, l'ARS, l'ARE, les prêts d'honneur, le dispositif ZRR. On va regarder tous ces éléments-là pour voilà, optimiser au maximum les choses. Et ensuite, on va proposer de l'accompagnement lorsque vous serez déjà installé. Donc c'est de l'accompagnement de suivi, de regarder les écarts qu'il pourrait y avoir par rapport au projet d'installation, par rapport à votre prévisionnel, en mettant en place des tableaux de suivi notamment. On va essayer de travailler également sur les pistes de progrès et travailler sur l'amélioration de la rentabilité. On va également vous proposer de travailler sur les prix de revient et sur les pistes d'optimisation fiscale et sociale par rapport à l'évolution que vous pourriez avoir, une évolution plus rapide que prévu. Voilà, on va travailler sur tous ces éléments-là et on pourra vous proposer un accompagnement par rapport à cela. La demande de financement que vous pourriez solliciter dans le cadre de votre installation nécessitera, dans la majorité des cas, la réalisation d'un prévisionnel économique et financier, souvent sur 3 ans. Ce qu'il est important de voir, c'est que ce prévisionnel doit être cohérent par rapport à l'organisation que vous avez prévu de mettre en place, qui ne doit pas être en décalage, se dire je vais réaliser tel niveau de chiffre d'affaires qui soit complètement déconnecté du nombre de personnes qui travaillent dans l'entreprise, des matériels prévus pour réaliser ce chiffre d'affaires. Et la réalisation de ce prévisionnel, au-delà de la demande de financement, aura plusieurs finalités pour le porteur de projet. Et ça va permettre de déterminer la faisabilité et les risques liés au projet de création d'entreprise. Ça va permettre également de se fixer des objectifs chiffrés de réalisation et d'analyser la rentabilité du projet. Ça va permettre également de valider la viabilité du projet par rapport à vos attentes et besoins personnels. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, ça va permettre de déterminer si la rentabilité prévue dans votre projet vous permettra de dégager la rémunération dont vous avez besoin et pourra répondre à vos attentes. Il va permettre d'attirer également le créateur sur les points forts et les points faibles du projet et également de décider. Ça peut être à ce moment-là où on se dit non, mon projet n'est pas assez abouti, il faut que j'améliore certaines choses pour que ça soit viable. Et ça peut être aussi à ce moment-là qu'on se dit non, je vais peut-être pas me lancer parce que, en fin de compte, j'ai vu trop gros par rapport au potentiel d'activité. Ça permet également de déterminer à ce moment-là le plan de financement à mettre en place et le besoin de financement ainsi que les besoins de trésorerie futurs. C'est la viabilité financière du projet. Effectivement, il faut que la demande de financement initiale soit bien évaluée. On a tendance à oublier tout ce qui est partie de trésorerie de lancement et c'est un point très important à estimer au départ parce qu'au moment du lancement de votre projet, vous n'allez pas avoir des rentrées d'argent tout de suite. Par contre, les frais d'installation vont s'accumuler et ça peut entraîner des difficultés au niveau de la trésorerie. Donc ça, c'est un point essentiel au niveau du montage et de la demande de financement et qui peut être oublié quand on n'a pas une idée exacte du besoin financier qu'on aura. Ensuite, les besoins de financement peuvent également intervenir dans le cadre du développement de l'entreprise. On va demander un financement notamment pour racheter du matériel supplémentaire, pour renouveler le matériel, pour le financement des stocks, des travaux, des créances. Donc il y a à ce moment-là aussi que la demande de financement peut intervenir, mais ça peut être aussi des demandes de financement qui peuvent intervenir en cas de difficultés financières pour financer du besoin en fonds de roulement, des difficultés passagères, des imprévus. Donc voilà, donc les demandes de financement peuvent intervenir que ce soit à la création, au développement, mais aussi en phase un petit peu plus difficile. Donc il faut se dire également que au type de financement doit correspondre à un type de besoin.
C'est-à-dire on ne finance pas la même chose. Il y a des financements qui vont servir à financer du stock, du matériel, et il y a des types de financements qui vont servir à financer des créances clients. Donc on peut distinguer plusieurs types de financements. Il y a les financements qu'on peut dire internes, qui sont des financements liés à des apports réalisés par les associés et le chef d'entreprise au niveau de l'entreprise. Et ça peut être également les bénéfices cumulés en cours d'exercice et non distribués. Donc on peut distinguer donc les apports en compte courant d'associés, les apports en capital social et aussi l'autofinancement des investissements. Et il existe également les financements dits externes qui proviennent principalement des organismes financiers, comme les prêts professionnels, les locations financières, le crédit bail. Il y a la mobilisation de créances et les financements du poste client, notamment l'escompte, le DAI et la facturage. Et il peut y avoir également les crédits de trésorerie et les facilités de caisse. Donc l'entrepreneur peut avoir recours à ces financements, mais aussi peut avoir recours à d'autres types de financements, comme les prêts participatifs, les microcrédits et les emprunts aidés, dont on pourra avoir mes collègues en parler tout à l'heure. Et nous, notre rôle, donc, on intervient au préalable du montage de votre projet. L'idée est de vous accompagner sur ces différents aspects pour pérenniser le lancement de votre projet et le fonctionnement et le développement de votre entreprise. Donc voilà notre participation au niveau de votre accompagnement d'entreprise. Merci beaucoup. On verra pour les questions un petit peu plus tard, je pense. Monsieur Bouillot, concernant le crédit agricole, finalement, comment viennent à vous les porteurs de projets et quels sont les critères qui sont pour vous les plus importants pour l'accompagnement et le financement du projet? Bonjour à tous, donc Fabrice Bouillot, je suis au financement des pros pour Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Alors comment ils viennent nous voir? De plusieurs manières. On a un réseau qui est assez bien réparti sur le territoire, dans lequel en fait on peut trouver à chaque fois un conseiller professionnel qui est vraiment à même de vous accompagner sur vos projets. Après, on a aussi un certain nombre un réseau de prescripteurs, qui soient formels ou informels, qui nous font parvenir les dossiers. Et on a aussi un site qui s'appelle je suis entrepreneur.fr, qui peut vous aider à construire une première approche de votre projet avec un début de business plan, un début d'étude de marché, et si vous allez assez loin, on vous recontacte derrière. Donc voilà, donc on peut être contacté facilement. Après, sur la partie financement, donc on parlait d'apport tout à l'heure. Donc je voudrais distinguer deux choses en fait dans l'approche. C'est quand vous êtes en phase de développement, vous êtes déjà installé. Donc du coup, on vous connaît en fait. Vous avez des références comptables, vous avez des références bancaires. Donc en fait, une décision sur la base de vos documents comptables, de votre historique pour du développement, c'est assez facile à obtenir. Et d'ailleurs, à part si vraiment votre commerce ne permet pas de faire face aux charges, un apport est souvent pas nécessaire. Sur des petits projets, changer le véhicule, refaire la vitrine, vous agrandir un peu, souvent c'est pas obligatoire de le faire. Ce qu'il faut penser, et je rebondis sur ce que disait M. Prima, c'est sur la partie BFR, notamment trésorerie. Donc si un jour vous décidez d'agrandir votre vitrine ou vous développez sur de l'e-commerce ou plus, ça veut peut-être dire plus de stock à financer. Donc il faut bien anticiper cette partie-là et demander comment ça se passe au niveau du financement de votre trésorerie. Donc ça se fait par du levier bancaire, ouverture de crédit ou court terme ponctuel, mais aussi si vous travaillez avec des professionnels, il ne faut pas hésiter à faire appel à la facturage qui vous permet de mobiliser vos factures plus rapidement. Donc voilà sur cette partie développement. Après sur l'approche en lancement, je vous écoutais, mais en fait on a quasiment la même approche en termes de découverte du projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois on va regarder 3 points principaux, c'est le porteur du projet et est-ce qu'on a une adéquation en fait entre l'expérience, les compétences, voire les diplômes si c'est nécessaire, et le projet vers lequel vous vous lancez.
Donc ça, c'est important qu'il y ait cette adéquation, cette préparation. On va regarder aussi votre situation familiale et voir si ce que vous prévoyez en termes de rémunération est suffisante pour assurer votre train de vie actuel, faire vivre votre famille. Alors je ne l'ai pas dit en introduction, mais nous, on est au niveau du financement, on va toujours chercher à se poser en partenaire et en tiers de confiance sur vos projets. Nous, il n'y a rien qui nous fait plus plaisir quand on a quelqu'un qui vient nous voir en nous disant voilà, j'ai tel projet, il me faut tant, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous pouvez m'aider à construire mon projet, mon plan de financement. C'est ça qu'on recherche. Le but derrière, c'est que vous soyez à l'aise pour demain acheter votre maison, préparer votre retraite, etc. Donc sur cette partie-là, voilà, la partie porteur du projet. Après, on va regarder votre projet et pareil, hein, comme c'est fait avec votre comptable, essayer de le retraduire dans la réalité du quotidien. C'est-à-dire, je fais un commerce de prêt-à-porter. C'est quoi mon panier moyen? Combien je vais avoir de clients qui passent le pas de la porte dans la journée, multiplié par le nombre de jours d'ouverture. Au bout du bout, ça nous met un chiffre d'affaires. Est-ce que c'est cohérent avec d'autres commerces qu'on connaît et qui font la même activité? Est-ce qu'on est dans le match? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est pas réaliste? À ce moment-là, on va vous challenger là-dessus. Voilà, on essaie de retraduire le plus possible votre prévisionnel dans la vie réelle. Et le troisième point, c'est la partie financement. Donc on a parlé d'apport et on va reparler aussi tout à l'heure. Donc l'apport, comment il est fait, quelles sont les différentes sources de financement. Voilà. Donc ça varie en fonction du projet, hein, forcément, en fonction de la taille du projet et du prévisionnel et de l'activité. On va être plus ou moins exigeant sur cette partie d'apport. Et pour finir, on a parlé d'apport, on n'a pas forcément parlé de garantie, mais quand la banque vous prête de l'argent, ça veut dire que c'est l'argent qu'on a collecté quelque part, donc on le garantit en partie, et c'est plus le cas sur la partie création. Donc là, on peut faire appel à des garanties sur actifs, type fonds de commerce, mais aussi, et très couramment, sur des sociétés de caution mutuelle, type France Active, qui vont faire un double regard sur le projet et également vous contre-garantir sur le financement. Donc ça, c'est un point important que je voulais évoquer. J'ai un petit exemple pour vous imager ça, une création d'une boulangerie où on avait du matériel pour 125 000 €, un pas de porte et un fonds de commerce, pas de porte, pardon, plus des travaux à hauteur de 100 000, du fonds de roulement à hauteur de 25, on n'a pas oublié. Donc le financement, on a fait un financement varié en fait, parce que le crédit sur la partie matérielle, on a réparti pour moitié classique et crédit bail immobilier, qui permet notamment de ne pas avoir avancé la TVA. Le fonds de commerce et les travaux à hauteur de 55 000 sur un prêt classique. Et après, derrière, on avait de l'apport perso, un petit prêt familial et un prêt d'honneur. Donc vous voyez un plan de financement qui est varié et équilibré, qui permettait d'avoir un chiffre d'affaires minimum viable. Donc voilà, pour imager. Voilà, pour aller plus loin sur cette partie-là, puisque chaque projet est différent, voilà, n'hésitez pas à nous venir sur notre stand. Et on a aussi, il y a des séances de coaching qui sont dédiées pour aller approfondir votre projet. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la partie financement. Merci beaucoup. Alors, on va passer justement, on en a parlé rapidement sur les financements participatifs ou alternatifs, pardon, complémentaires. France Active, Madame Aubillard, qu'est-ce que vous pouvez... Abélard. Abillard, pardon. Abélard. Parce que je n'ai pas mes lunettes. Madame Abélard, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à votre activité? Comment vous accompagnez justement des futurs commerçants ou des commerçants actuels? Donc, je suis chargée de mission financement auprès des TPE pour France Active. J'interviens notamment au moment de la création-reprise des entreprises, des commerces. Donc, nous proposons des garanties pour favoriser l'obtention des prêts bancaires en partageant le risque en fait avec la banque. Donc, à France Active, nous intervenons au moment où l'étude de marché, où le business plan a été monté avec le prévisionnel. On fait le point avec le porteur de projet, on fait un état des lieux, un diagnostic de son projet, sur son modèle économique, sur l'organisation du projet et sur les éléments financiers. On va reprendre avec lui l'ensemble des besoins qui sont nécessaires pour démarrer son activité.
Et puis, à partir de ce diagnostic, on va pouvoir établir une stratégie financière pour adapter et trouver au mieux les financements qui correspondent aux besoins. Puisque, comme le disaient mes prédécesseurs, quand on achète un fonds de commerce, quand on veut financer du matériel, on ne va pas forcément mobiliser les mêmes outils financiers. Et encore aussi, pour financer sa trésorerie de démarrage, on va utiliser d'autres outils. Donc on fait ce diagnostic, cet état de lieu avec le porteur, et puis donc nous pouvons proposer des garanties, c'est-à-dire qu'on prend le risque, et quand le porteur de projet va voir une banque pour solliciter des financements avec notre garantie, déjà il a un argument de poids pour favoriser l'avis favorable des financeurs en fait. D'accord. Vous me contredisez si je dis faux. Ce type de financement, il vient forcément compléter un prêt bancaire. Et la question qui est souvent posée, c'est dans quel ordre est-ce que je fais les demandes? Est-ce que je commence par le prêt bancaire et après je vais voir le France Initiative, ou est-ce que c'est l'inverse? Alors, il n'y a pas de contre-indication en tant que telle. Alors, le mieux, c'est de venir nous voir avant de rencontrer les partenaires financeurs, puisque quand vous allez les rencontrer avec la garantie, c'est un argument de poids, puisqu'ils savent déjà qu'il y a un organisme à vos côtés qui prend le risque avec vous. Donc, ils savent déjà qu'il y aura une partie de leur risque qui sera moindre. Après, nous avons aussi énormément de projets qui nous sont prescrits par les banques. Et on peut quand même travailler sur les dossiers et avoir un poids pertinent sur le plan de financement. Très bien. Vous avez d'autres choses à rajouter éventuellement? Non. D'accord. Merci. Alors, Madame Boutry, là je ne vais pas me tromper, Initiative France de Sèvres. Ça fonctionne? Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre organisme, ce que vous faites, et là aussi comment vous accompagnez le financement? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sophie Boutry, directrice d'Initiative de Sèvres. Nous intervenons sur tout le territoire, pas seulement à Niort, mais vraiment on va jusqu'au nord du département. Nous faisons partie d'Initiative France, un réseau national. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, nous sommes tous ici très complémentaires. J'entends, et je connais bien mes collègues, c'est-à-dire qu'on vient souvent nous voir en disant « mais on est déjà allé voir France Active, vous l'a dit, est-ce qu'on peut aussi venir vous voir ?» Oui, là c'est clair, c'est oui. Nous intervenons souvent pour renforcer vos fonds propres. Voilà. Vous vous dites très concrètement aujourd'hui, je n'ai pas envie de mettre tout l'argent que j'ai de côté dans l'entreprise, j'ai envie d'en garder un petit peu, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Est-ce qu'à ce moment-là, je peux compléter le prêt bancaire? Eh bien oui, c'est la force d'initiative de Sèvres. Donc pour cela, nous c'est pareil, on intervient au même titre que Marie-Bénédicte. C'est une fois que vous avez été accompagné par une structure d'accompagnement, que ce soit une chambre consulaire ou un cabinet confrère, ça peut être également des confrères experts comptables. À ce moment-là, vous venez avec votre plan de financement et nous, on fait un petit check-up avec vous de ce qu'il vous faut, voilà, de combien vous avez besoin. Alors, ce n'est pas magique, ce n'est pas miraculeux, mais voilà, si le projet effectivement est bien ficelé, on peut apporter jusqu'à 8 000 € pour des TPE, ce qui peut être non négligeable, 8 000 € à taux zéro. Voilà. Ça peut donc être un petit matelas. La banque s'y apprécie souvent puisque ça permet parfois de dire on peut lever le prêt bancaire. La banque vous dit vous n'avez pas assez en fonds personnels. Voilà, si nous on peut vous prêter ces fonds-là, ça peut venir compléter ces apports personnels. Donc, il n'y a pas de grosses complications au niveau du montage du dossier. Moi, je travaille très bien avec mes collègues, puisque moi, Initiative de Sèvres, c'est un petit peu, si on va caricaturer, la maison mère. Et après, nous avons des antennes qui travaillent sur tout le territoire, à Niort, à Thouars, à Bressuire, à Parthenay et dans le Mélois. Voilà. Donc, il y a une porte d'entrée simple, c'est notre site. Voilà, Initiative de Sèvres, vous pouvez assez facilement nous trouver. D'accord, merci beaucoup. Le prêt d'honneur, il est fait à titre personnel, oui. Peut-être le préciser. Absolument. Oui, vous avez raison, c'est un prêt personnel et pas un prêt d'entreprise, c'est-à-dire qu'il ne doit pas
figurer en tant qu'emprunt, excusez-moi, en tant qu'emprunt sur un prévisionnel. C'est bien un prêt personnel. Donc c'est bien pour constituer un apport en fonds propres, hein, pour compléter de la trésorerie aussi. Et ce sera remboursé à titre personnel. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, dernier type de financement alternatif. Non, non. Non, après, j'ai le participatif. Attention, il y a une différence. Donc, en termes d'alternative, c'est l'ADI, avec vous, Monsieur Guibert. Alors, est-ce que vous pouvez également présenter l'ADI ? Très bien. Donc, l'ADI, ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association qui existe depuis 1989 et qui défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur, même sans argent, même sans diplôme, pour peu qu'il bénéficie d'un accompagnement de qualité et d'un financement adapté. Et sur la partie financement, puisque c'est le sujet aujourd'hui, l'arme de l'ADI, c'est ce qu'on appelle le microcrédit. Alors, le microcrédit, finalement, c'est un crédit. On peut aller jusqu'à 12 000 €, si ce n'est qu'on a un fonctionnement un petit peu différent. D'abord, dans la manière d'avoir les fonds, en fait, nous empruntons aux banques, qui ne sont pas des concurrents, mais des partenaires. Nous empruntons aux banques et ensuite nous reprêtons cet argent, mais avec des critères qui nous sont propres. Donc des critères communs avec les banques. Quand j'entendais parler de préparation de projet, d'adéquation entre la personne et le projet, ce sont des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur. Par contre, il y a d'autres critères où effectivement nous avons une démarche complètement différente. Je crois qu'il y a moins de 1% des gens qui passent par l'ADI qui ont un apport personnel. C'est vraiment un critère qui ne compte pas pour nous parce que quand les gens viennent nous voir, c'est qu'ils n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a un des critères qui ne peut pas être respecté. Il y a également des situations où dans le passé ou dans le présent, on a pu avoir des difficultés bancaires et on n'ose pas passer la porte parce qu'on se dit de toute façon, je ne vais pas avoir d'accord du fait de ma situation personnelle. Et nous avons la possibilité d'étudier vos dossiers, que vous ayez eu des problèmes ou que vous en ayez encore. Si le projet est sérieux et bien mené, mais que vous êtes frappé d'un interdit bancaire ou de ce qu'on appelle un FICP, on a la possibilité d'étudier le dossier et on peut accorder des prêts à des gens qui sont fichés. C'est le principe. Attention, on n'intervient qu'à partir du moment où on ne peut pas accéder à la banque. Donc l'ADI ne peut pas intervenir pour être effet levier, c'est-à-dire emprunter à l'ADI pour venir présenter cet argent à la banque en disant j'ai un apport personnel. Ça n'est pas possible. Tout ça, c'est régi par une loi qui s'appelle la loi de microfinance de 2003. Donc les choses sont très cadrées. Hein. On est partout, alors partout en France. Dans les Deux-Sèvres, on a donc notre antenne à Niort à la Chambre de métier, mais on a également des permanences à Mel, Parthenay, Bressuire-Thouars. Donc on peut aller au plus près de chez vous si vous en avez besoin. Et on se veut d'être très réactif, c'est-à-dire que toutes les décisions sont prises localement. Donc à partir du moment où votre dossier est complet, on peut vous garantir une réponse en moins de 8 jours. Voilà. Il faut savoir qu'on intervient par le microcrédit, mais on a aussi d'autres ressources. On a des fonds de prêt d'honneur. Donc on peut faire une partie en microcrédit et puis une partie en prêt d'honneur. On a des solutions d'assurance aussi. Qui ne coûte pas cher parce qu'on avait constaté lors d'une étude en 2017 que quand on n'avait pas assez d'argent pour faire tous les investissements nécessaires, souvent l'assurance professionnelle, c'est ce qui passait après. Et on préférait ne pas s'assurer la première année ou les 2 premières années alors que c'est un danger réel. Donc nous, on a des solutions d'assurance pour pouvoir y répondre à moindre coût. Voilà. Assurer un magasin, c'est forfaitaire et c'est 300 € l'année. Pour vous donner une idée, pour ceux qui sont déjà renseignés. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors là, cette fois-ci, je passe au dernier type de financement, qui est le financement participatif avec Ulule. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Lucie ? Oui, alors donc moi je suis Lucille Tovel, je suis responsable des projets chez Ulule, qui est une des premières plateformes de financement participatif à avoir été lancée en France en 2010. Donc avant de rappeler ce qu'est le financement participatif ou crowdfunding, peut-être à main levée, qui connaît déjà le crowdfunding ?
C'est plaisir de voir de plus en plus de mains se lever au fil des années. Ok, donc bon, environ la moitié des personnes. Donc je vais expliciter un petit peu en détail. Donc le financement participatif, le principe est simple, c'est de faire appel à la foule, au grand public, pour venir financer un projet. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Voilà, je donne souvent l'exemple de la Sagrada Familia, par exemple à Barcelone, ou le socle de la Statue de la Liberté. C'est deux choses qui ont été financées grâce à la foule. La différence aujourd'hui, c'est qu'avec les plateformes comme Ulule, des plateformes en ligne, c'est beaucoup plus simple, rapide et accessible de venir faire financer son projet. Alors nous, à quel moment on intervient, qu'est-ce qu'on peut financer et à hauteur de combien? C'est une solution finalement aussi tout à fait complémentaire par rapport à toutes les autres solutions de financement dont on a parlé. En revanche, ça intervient plus tard. Si je veux faire appel au crowdfunding pour lancer ou développer ma boutique, je suis a priori quand même déjà bien avancée. J'ai déjà bouclé mon business plan, j'ai déjà trouvé un local, j'ai déjà une date d'ouverture prévue de ma boutique et je viens faire appel au crowdfunding finalement pour compléter un petit peu mes besoins, financer une partie de mon aménagement, acheter un petit peu de matériel supplémentaire. Mais au-delà du financement, la campagne est plutôt un prétexte finalement pour communiquer autour de mon projet. C'est ce qu'il faut avoir en tête quand on fait une campagne de financement participatif. Au-delà du financier, ce que je recherche et enfin, ce qui va être significatif pour moi en tant que porteuse de projet, c'est vraiment tous les aspects non financiers dont je vais pouvoir bénéficier. Voilà, une campagne, c'est un temps fort de communication, ça dure 30-40 jours en moyenne. Et l'idée, c'est de vraiment mettre un coup de projecteur autour de votre projet, autour de l'ouverture de votre boutique, autour du développement de votre commerce. Donc c'est ça aussi qui est intéressant quand on fait une campagne. Ça permet aussi également, c'est ce que beaucoup de projets viennent chercher quand ils se lancent, de trouver des premiers clients et clientes qui vont pouvoir venir découvrir ma boutique. Donc voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au-delà du financier, il y a aussi pas mal d'intérêt à faire une campagne. Pour parler concrètement, comment ça se passe, donc en fait, vous mettez votre projet en ligne sur la plateforme, vous faites une proposition de projet, et voilà, il est accepté ou non, et vous pouvez ensuite vous lancer. En moyenne, les projets collectent aux alentours de 5 000 € en crowdfunding, donc ça peut paraître peu, hein. C'est pour ça que je vous dis que ça ne vient jamais financer en intégralité un projet de boutique ou de commerce. C'est très souvent un complément, une petite aide au moment de l'ouverture. En échange des dons que les particuliers peuvent vous faire, parce que c'est ça le principe, hein, c'est vos proches, des gens qui habitent localement qui peuvent vous soutenir, vous proposez des contreparties aux gens. Donc ça peut être typiquement une invitation pour la soirée d'inauguration de votre boutique. Ça peut être les produits que vous allez vendre par la suite que vous proposez en échange des dons. Voilà, c'est le principe du financement participatif. Donc voilà, ça peut être fait encore une fois la campagne au moment de l'ouverture, au moment du développement d'une boutique, de l'agrandissement, au moment de l'ouverture d'une nouvelle boutique dans la ville, etc., etc. Il faut avoir un projet un peu identifié pour pouvoir se lancer et donner envie aux gens de vous soutenir et vous de fédérer finalement une première communauté autour du projet. Voilà pour moi. Ah, moi, j'ai une question complémentaire pour vous. Entre le moment où vous avez parlé de 30 à 40 jours, la somme collectée, elle est versée combien de temps après avoir été, je pense que c'est important à préciser. Alors je disais que c'était simple et rapide parce que les fonds sont versés dans les 3 jours ouvrés, une fois la campagne terminée. En sachant par contre, précision importante, qu'il faut atteindre ou dépasser votre objectif pour les toucher. Si vous vous êtes fixé par exemple 5 000 € pour du matériel supplémentaire dans votre épicerie vrac que vous ouvrez à Niort, il faut que vous atteigniez ou que vous dépassiez cette somme de 5 000 € pour pouvoir toucher les fonds. Voilà. Et si jamais la somme n'est pas atteinte, les gens sont remboursés. Donc il n'y a pas de frais dans ce cas-là, c'est une opération blanche. Seul le temps investi en campagne est perdu. Bon, là, je vois des yeux qui ont peur, mais rassurez-vous, en moyenne, le taux de succès sur Ulule, c'est-à-dire les gens qui atteignent ou qui dépassent leur objectif, il est aux alentours de 75-80%. Et justement, donc, moi, je suis responsable de l'équipe de projet. On est une dizaine de coachs qui accompagnent les porteurs et les porteuses de projets dans la préparation de leur campagne, dans leur lancement.
voilà, leur rappeler les bonnes pratiques, comment définir leur objectif, quelle contrepartie proposer, comment animer sa campagne, etc. pour justement aider un maximum de gens à atteindre l'objectif ou le dépasser. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations de part et d'autre. Est-ce qu'il y a, je suis sûre qu'il y a des questions dans la salle, donc c'est le moment de poser les questions. Pas tous en même temps. Bonjour à tous, merci pour... vous avez parlé, Monsieur Primin et Bouillot, excuse-moi, sur les compétences à avoir. C'est un des points stratégiques dans les montages de dossiers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces genres de compétences? Par exemple, moi je suis architecte, je n'ai aucun savoir-faire de business, du commerce, je n'ai jamais fait une école de commerce. Quels sont ces genres de compétences dans lesquelles on doit s'investir en fait? Ouais, ça va dépendre du projet en fait. Là, la question, c'est plus savoir comment on accompagne, par exemple, les reconversions professionnelles. Donc, on en fait très, très régulièrement. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, derrière, si vous n'avez pas forcément les diplômes ou l'expérience copier-coller du domaine, par exemple, je vais prendre quoi comme exemple restaurateur. Ça me paraît un exemple un peu représentatif, même voire trop. C'est-à-dire que si vous avez, est-ce que vous avez exactement le même CV que ce que vous voulez reprendre dans la partie restauration? C'est évident que c'est très important parce que c'est des compétences qu'on n'acquiert pas du jour au lendemain. Voilà. Après, si vous êtes dans le commerce ou dans le service, quand vous avez une expérience et un CV qui montre des compétences dans la gestion, dans la communication, dans la comptabilité, des choses comme ça, c'est pas trop éloigné. Hein, vous voyez, il y a certaines professions où c'est évident qu'il faut avoir des compétences et que si vous les avez pas, ça va être extrêmement compliqué. Mais après, sur la partie service et commerce, c'est voilà, voilà, on peut, c'est pas un frein si vous voulez. Voilà. Les élévateurs, enfin, mis à part la restauration, les élévateurs, ça peut être une de compétences, enfin une d'accompagnement qui pourrait être assez légitime lorsqu'on va ouvrir une boutique artisanale, par exemple. Alors, ouvrir une boutique artisanale, voilà, c'est plus dans la partie commerce, j'entends. Donc voilà, après, ça dépend de votre parcours, mais voilà, il faut qu'il y ait une... Ou alors il faut s'accompagner, il faut s'entourer des fois sur des projets où des gens se reconvertissent et passent sur un domaine totalement différent où il faut vraiment des compétences techniques. Donc souvent après, voilà, ça dépend aussi de leur capacité à s'entourer des bonnes personnes. Par exemple, nous, ça nous arrive de dire sur un projet, bah, ok, pourquoi pas, mais à ce moment-là, trouvez un sachant qui vous accompagne sur votre projet, qui prenne un petit peu de part dans votre société ou qui vous accompagne quelque temps, et ça permet de faciliter l'accès au crédit. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Séance de coaching à 15h, 15h30. Ouais. Juste pour compléter par rapport à cela, il y a certains secteurs d'activité et certaines professions qui nécessitent d'avoir 3 ans d'expérience ou des diplômes spécifiques pour pouvoir s'installer. Parce que sinon, si vous vous présentez au niveau du CFE et ne pas avoir ces diplômes-là, ben, vous ne pourrez pas vous installer à votre compte. Mais ça concerne certains secteurs d'activité. C'est plus fréquent dans le secteur du bâtiment où aujourd'hui, on ne peut pas s'installer sans avoir certains diplômes ou qualifications ou expériences. Dans le commerce, c'est un peu moins fréquent. Après, ça peut concerner certains secteurs d'activité quand même.
Bonjour. Donc moi j'aurais une autre question relative du coup au financement, mais plutôt les financements par le département, par l'État et tout ça. Est-ce que vous savez justement vers qui il faut s'adresser pour avoir ce genre d'aide en fait, aide aux jeunes, ce genre de choses? Oui, je peux déjà commencer à répondre sur le financement par la région. Alors, la région peut vous aider sur des projets innovants. Voilà, ça déjà, il faut l'avoir en tête. Pour ça, chacun de nous pourra vous adresser le portail de la région. Et là, vous allez voir, il y a des critères effectivement à observer pour pouvoir prétendre à une aide de la région. Nous, on vous aide dans le montage du dossier. Puis après, vous avez effectivement l'État qui a cette année été à l'initiative d'un projet envers des personnes éloignées de l'emploi. Alors, je vais dire jeune, ça s'appelle la prime jeune, mais pourtant, vous pouvez avoir plus de 50 ans et avoir droit à cette prime. Donc, c'est un petit peu... voilà, il appelle la prime jeune. Mais on est jeune, voilà, je suis d'accord avec vous. Après tout, zut. Mais en fait, il y a des critères, je ne vais pas vous les lister. Sachez simplement que c'est une prime, qu'on appelle une prime. C'est bien une prime, hein, ce n'est pas un prêt. Donc la différence, c'est qu'on ne rembourse pas cette prime. Elle est de 3 000 €. Les conditions à remplir, là encore, il faudra avoir au moins un contact avec l'un de nous pour savoir si vous rentrez bien dans ces critères. Et il faut avoir un prêt. Donc ça peut être un tout petit prêt. Là, il n'y a pas d'exigence particulière, mais effectivement, s'il y a un prêt, à ce moment-là, on est quelques organismes à pouvoir vous faire bénéficier de cette prime d'État. Alors, c'est vrai que je ne vais pas vous expliquer la complexité parce que voilà, il y a ces critères, mais après, une fois que vous êtes rentré dans le schéma, vous pouvez avoir cette prime et 3 000 € aujourd'hui, c'est pas mal. Ça peut être une bonne aide. Alors, c'est effectivement pour les jeunes de moins de 30 ans, il faut avoir été inscrit à Pôle emploi depuis 1 an ou être dans une zone, ce qu'on appelle une ZRR, une zone de revitalisation rurale ou une zone de QPV en ville. Enfin, il y a plein de critères et finalement, on s'aperçoit en traitant les dossiers que beaucoup en font partie, mais ne le savent pas. Donc, nous, on se charge de les rappeler. Mais bon, voilà, ayez ça en tête. Et pour plus de renseignements, vous tapez prime jeune, 3 000 €, vous allez avoir tous les renseignements. Et les... Alors, il y a des partenariats. Alors après, un gros organisme, l'État ou la région. Hein. Mais peut-être que mon collègue, je vois qu'il a pris le micro, donc il est prêt. Oui, non, je voulais compléter. Alors, justement, au niveau de la région, il faut savoir que dans chaque département, et ça c'est financé par la région, il y a un groupement qui s'appelle Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, dont tous les grands partenaires du département font partie. Alors là, il y a France Active, il y a Initiative Vienne, il y a l'ADI, les chambres consulaires, et on est habitué à travailler ensemble. Et donc, on connaît ces primes qui sont distribuées par la région, souvent par l'État, et on sait parmi ces organismes-là qui peut les distribuer. Donc, quelle que soit votre porte d'entrée, que votre première rencontre soit avec France Active, avec l'ADI, avec Initiative, avec les chambres consulaires, si vous pouvez prétendre à une aide, on le saura et on saura vous dire vers qui vous vous adressez pour pouvoir en bénéficier. Ça, c'est une des grandes forces que l'on peut avoir en Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si tu étais sur le même sujet. Je voulais ajouter la même chose. En fait, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais France Active, donc on est porteur de dispositifs Entreprendre par le travail indépendant, où les jeunes peuvent bénéficier d'une prime. Donc, nous, on est un mouvement national, donc quel que soit votre lieu d'implantation, vous allez rencontrer le chargé de mission France Active du territoire où vous êtes implanté et il vous donnera ces informations. Après, on est très soudés sur les groupements d'accompagnement à la création reprise d'entreprise. Donc, si vous frappez à une porte, vous allez automatiquement avoir les coordonnées de chacun des partenaires. Et puis, l'autre porte d'entrée pour tout ce qui est aide département, région, en fait, quel que soit votre lieu d'implantation, c'est d'aller rencontrer la collectivité locale, c'est-à-dire la communauté d'agglomération ou communauté de communes. Ils ont des services de développement économique. Et là, ils sont au fait de tout ce qui est dispositif public d'accompagnement des projets. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Donc, déjà, merci encore une fois à nos invités. Ils sont là toute la journée, je crois. Il y a des stands, vous pouvez aller les rencontrer, poser des questions un petit peu plus par rapport à votre projet.
Donc n'hésitez pas à aller les voir tout au long de cette journée. Merci à vous tous. Merci, au revoir.